C'est trop mignon. Ah, Je les garde ma mère. Elle m'a dit oh, si tu les veux, tu les gardes. ah mais ils sont trop beaux. Une situation plus que banale, on discute et les répliques s'enchaînent. Ça marche tout seul, comme au cinéma, pourtant personne ne lève la main pour prendre la parole. Et c'est rare qu'on parle à plusieurs en même temps. Si ça arrive, en général, l'un des locuteurs arrête de parler. Mais pourquoi ça marche? Comment ça se fait qu'il n'y ait que rarement des silences embarrassants, qu'on ne parle pas tous en même temps, ou qu'on sait qu'on peut dire quelque chose? Les chercheurs qui analysent les interactions parlent de la machinerie des tours de parole. Un tour de parole, c'est la prise de parole d'une personne jusqu'au moment où quelqu'un d'autre intervient. Et dans une conversation comme celle que l'on vient de voir, les locuteurs alternent. Mais comment fonctionne cette alternance? Déjà très tôt, en 1974, 3 chercheurs américains ont décrit cette organisation de la conversation selon un système d'alternance. Ils ont montré 2 choses importantes. Premièrement, différents schémas permettent d'expliquer cette alternance. Un locuteur peut sélectionner le prochain locuteur. On peut désigner quelqu'un directement, on peut aussi sélectionner quelqu'un de manière plus subtile, par exemple par un regard, en se tournant vers elle ou en lui posant une question à laquelle elle seule peut répondre. Quelqu'un peut aussi prendre la parole sans avoir été désigné. Ouais. Je me suis dit, allez, d'habitude en plus, je sais pas trop faire la cuisine, alors je me suis dit, je vais peut-être tout miser sur la présentation. Ou bien, troisième possibilité, personne n'est désigné et personne ne prend la parole. Dans ce cas, soit la personne qui vient de finir son tour continue. Ça, c'est des gars cognac, non? C'est ça qu'on dit? C'est un cognac, ça, non? Aussi con que ça? Non, mais Soit il y a un long silence, souvent perçu comme un peu gênant, jusqu'à ce que l'un des deux reprenne la parole. Ces schémas nous montrent donc que même la plus chaotique des conversations est organisée. Il y a des règles écrites nulle part, qu'on apprend et qu'on ajuste. La deuxième chose importante que les 3 chercheurs ont montré, c'est comment est-ce qu'on sait quand on peut prendre la parole. Dans chaque tour de parole, il y a des moments où il est possible de prendre son tour. On perçoit des indices que quelque chose se termine et on a ainsi l'impression que le tour est complet. Ces indices se trouvent au niveau de la parole, par exemple à la fin d'une phrase ou avec des marqueurs discursifs comme bon, ben, voilà, ou au niveau de la prosodie, par exemple avec une intonation montante ou descendante. On peut aussi considérer un tour comme complet lorsque l'on croit avoir compris où est-ce que l'autre veut en venir. Et il s'agit souvent d'une combinaison de plusieurs indices. Tous ces indices marquent des endroits possibles pour changer de locuteur. Très important, il s'agit de possibilités. Il n'y a pas obligatoirement de changement de locuteur après une unité complète. Ce qui est intéressant avec ces unités, c'est qu'elles dépendent d'une interprétation. Et, comme toute interprétation, on peut en avoir des perceptions différentes. Les indices ne sont jamais fiables à 100%. On peut penser qu'une unité est complète et qu'il s'agit d'un moment où on peut intervenir, quelqu'un n'avait pas terminé et continue finalement. Dans ce cas, les 2 locuteurs parlent en même temps pendant un court instant. On parle alors de chevauchement des paroles. on se croirait dans un dîner presque parfait, tu sais. Je vais en chercher un autre. Mais ces chevauchements ne durent pas très longtemps et les locuteurs se mettent d'accord pour savoir qui parle et qui ne parle pas. On dit alors qu'ils négocient le tour de parole. Tout cela se passe en général très vite sans que l'on s'en rende compte. Dans l'interaction, on fait toujours 2 choses en même temps. On parle de quelque chose et on organise l'interaction. Et au final, pour que cette organisation se passe au mieux, on se sert de toutes les ressources possibles. Donc, du langage verbal évidemment, mais aussi de son corps, des gestes et de son environnement. Au début, les chercheurs ont étudié des échanges lors d'appels téléphoniques et d'autres interactions entre 2 personnes. Ils se sont donc essentiellement concentrés sur le langage verbal. Et aujourd'hui, on sait que le corps joue un rôle très important dans la machinerie des tours de parole. Par exemple, on peut sélectionner le prochain locuteur par un regard, par des gestes de pointage ou par l'orientation du corps. Il est important de dire aussi qu'avec ces mêmes ressources, on peut exclure d'autres locuteurs potentiels. De même, on se sert de ces ressources pour indiquer qu'on veut prendre la parole. Par exemple, par des inspirations ou des petits mouvements de bouche que l'on fait pendant que l'autre parle. Tous ces petits gestes indiquent que l'on souhaite intervenir et que l'autre doit laisser son tour. Des chercheurs ont également montré que l'on détourne le regard de son locuteur lorsque l'on est en train de chercher un mot. On indique alors qu'on n'a pas terminé, qu'il n'y a pas de moment de transition alors qu'il y a un petit silence. La conversation n'est pas faite que par des échanges de mots. On parle aussi en jouant, en cuisinant, en faisant du sport, on parle en classe, dans sa voiture, ou en visio face à son écran. Et dans ces situations, on n'est pas tout le temps face à face, parfois on se déplace. Autrement dit, on a parfois d'autres outils de communication particuliers à disposition. Et tout cela influence nos pratiques de turn-taking.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été produite par une équipe de chercheurs et d'ingénieurs dans le cadre d'un projet de recherche intitulé Capsule au sein du laboratoire ECAR et du LAVEX SLAN en sciences du langage. Ces capsules nous permettent de faire connaître les grands principes de l'analyse conversationnelle et notre méthodologie de travail au grand public. À bientôt pour une nouvelle capsule.